Place maintenant aux entrepreneurs pour notre seconde table ronde, où cette fois-ci, j'espère que nous sommes au complet. Et j'appelle donc Marc Domas, directeur général d'Air Nouvelle, Xavier Lépine, président de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, Éric Genet, directeur territorial Veolia Eau, Karim Selouane, créateur de Résalliance, et enfin Isabelle Sen, directrice générale d'EcoCO2. Alors, Marc Domas, Air Nouvelle, qui donc fait partie de Equans, récemment reprise par Bouygues, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Vous avez une boussole pour nous emmener sur la voie de la ville durable. Est-ce que vous pouvez nous dire comment elle marche ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, juste peut-être un tout petit mot d'introduction pour le volet Equans. Donc Equans, c'est à peu près la moitié des effectifs d'Engie qui travaillaient dans le métier des travaux techniques des bâtiments et des villes, qui viennent de rejoindre la holding de Bouygues. Donc c'est pour constituer un ensemble, la 6e filiale du groupe, d'à peu près 100 000 personnes sur les 3 transitions: transition énergétique, transition industrielle et transition digitale. Et nous, Air Nouvelle, nous sommes la filiale de promotion de cet ensemble. Donc la boussole. En fait, on a lancé cette activité Air Nouvelle pour faire de la promotion aménagement bas carbone. Et avec l'équipe, on a développé toute une méthodologie autour de comment concevoir un projet bas carbone dans un contexte donné. Donc ça commence par une étude de contexte, et puis on a formalisé en fait cette étude de contexte et on en a décliné une boussole, puisqu'on trouvait que c'était aussi un bon moyen et un bon clin d'œil au chemin parfois à défricher, souvent à défricher quand même, du bâtiment et de l'aménagement bas carbone. Et cette boussole, elle a 3 points cardinaux. L'énergie, enfin les énergies, on a parlé tout à l'heure avec Madame la députée des énergies, donc des énergies électriques, mais aussi des énergies thermiques et des mobilités qui sont très corrélées au premier, puisque quand on parle de système énergétique du bâtiment, très très vite, on s'intéresse au système énergétique des mobilités, et la question est d'autant plus d'actualité avec notamment l'électrification ou la biogazéification, hydrogène des mobilités. La question des matériaux, comment on regarde dans un contexte donné territorial de la construction bas carbone avec les matériaux du territoire. Donc ça fait un petit écho aussi à ce dont on parlait en creux au moins tout à l'heure, à chaque territoire, cette typologie de construction, cette histoire de construction et ses matériaux, finalement. On voit bien quand on parcourt la France que chaque territoire a ses matériaux. Et puis la question de la biodiversité, donc énergie, mobilité, matériaux, biodiversité, avec pour nous un fort accent sur les systèmes énergétiques, et notamment ce qu'on considère être un oublié de la RE 2020, c'est comment on fait en sorte que lorsqu'on développe ou redéveloppe des projets, on maximise le potentiel énergétique du projet, donc la capacité à produire localement une partie de sa propre énergie thermique et électrique. Et on voit qu'on arrive à produire jusqu'à 50-60% du besoin local. Alors évidemment, on a besoin des réseaux, qu'ils soient thermiques, qu'ils soient électriques, mais quand on développe un projet, on ne peut pas aujourd'hui raisonner un projet neuf ou un projet de réhabilitation lourde sans considérer qu'on va pouvoir produire une partie des térawattheures dont on a diablement besoin à l'échelle française. Voilà, la boussole.
une fois qu'on a la boussole, il faut aussi avoir les moyens de s'en servir. Et ça passe par la finance. Ce matin, Monsieur Lépine, quand on s'est croisés, j'ai dit « Ah, c'est vous, la finance ?» Vous m'avez répondu « Oui, je suis le méchant. » Donc, oui, oui, de l'argent, il en faut. Et en même temps, c'est la vieille question de la compatibilité entre le capitalisme et l'écologie. Je ne sais pas si on ira jusque-là, mais est-ce que la finance verte est une chimère ou est-ce qu'elle existe vraiment? Je ne crois pas que ce soit tout à fait la question qui se pose. La question qui se pose, c'est, en l'espace de 40 ans, est-ce qu'on a eu une inflation plus forte du bâtiment, du prix du logement, de l'immobilier d'une manière générale, par rapport au reste de l'inflation et à l'augmentation des salaires? La réponse est oui. C'est pour tout un tas de raisons. Moi, je ne suis pas là pour distribuer des bons ou des mauvais points, de dire il aurait fallu ou il n'y a qu'un faucon, mais il y a quand même une réalité. Alors, elle est évidemment beaucoup plus forte dans les grandes villes que dans les bourgs ou dans les villages, mais si on regarde, tous les pays au monde ont été confrontés au même problème. On a tous un allongement de la vie, on a tous comment ça s'appelle ? Il y a l'allongement de la vie, il y a la décohabitation, évidemment, et puis il y a la métropolisation. Si vous connaissez un pays qui n'a pas été confronté sur les 40 dernières années à ces phénomènes, ça n'existe pas. Par contre, si on regarde les résultats de la France maintenant par rapport aux autres pays, notre modèle, il ne marche pas terrible parce qu'on a eu finalement la plus forte augmentation des inégalités. Inégalité territoriale, ça a été quand même pas mal rappelé ce matin. Inégalité sociale entre locataires et propriétaires et inégalité générationnelle. Alors, il ne s'agit pas de dire c'est la faute du foncier, c'est la faute du maire qui n'a pas voulu bâtir, c'est la faute de l'État qui n'a pas fait ceci, c'est la faute des promoteurs qui veulent gagner trop d'argent, c'est la faute des banques qui ceci et cela. La réalité, c'est qu'ensemble, on a foiré. Bon. Alors maintenant, est-ce qu'on continue la même chose ou est-ce qu'on fait différemment ? Et pour moi, le problème, il est essentiellement là. Alors, et pour donner un ordre d'idée sur les chiffres, l'inflation sur les 40 dernières années, c'était 350%, 3,5 fois les prix de détail du panier de la ménagère ont été multipliés par 3,5. Le SMIC a été multiplié par 4. Bon, jusque-là, ça va. L'immobilier dans les zones tendues, ça a été multiplié par 10. Et quant à l'immobilier de bureau, par 15. Bon, qu'est-ce que ça dit d'une société qui, finalement, accepte totalement de payer, en moyenne dans Paris, 35 000 € du mètre carré de bureau, alors qu'on n'arrive pas à loger les habitants? Je veux dire, ce n'est pas la responsabilité d'un tel par rapport à un tel. C'est un système qui trouve ses limites. Est-ce qu'on est pareil dans tous les pays? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir? Alors, on a un ministère du logement, mais il ne s'occupe pas de l'immobilier. On peut dire, oui, effectivement, il y a un petit sujet. Il y a... Regardez, qui achète sa voiture aujourd'hui de la même manière qu'il y a 10 ans? Je veux dire, on paye un certain montant au départ, on va payer un montant pendant un certain temps, puis au bout d'un autre temps qu'on définit soi-même, on va soit redonner la voiture, soit l'acheter. Qui achète son téléphone au vrai prix? Personne. Personne s'est mis dans le prix du forfait. Quelle est la dernière innovation financière qu'on a fait en matière d'acquisition de logements dans le secteur, je ne sais plus très bien si on dit secteur libre, je suppose que l'autre est en prison, ou privé? La dernière innovation financière, elle date de 1955. Ouais, ça fait jamais que 67 ans. Bon, ça a été le crédit à taux fixe. Alors, c'est merveilleux quand les taux baissent. Là, d'un seul coup, les taux montent, alors, panique à bord. C'est-à-dire, on n'a absolument pas, finalement, concerté l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire qu'on s'est toujours arrêté à des discussions sur est-ce qu'il faut produire plus comme l'objet qu'on va produire, la manière dont on va aménager le territoire. Mais le financement, la seule réponse qu'on a, c'est de dire est-ce qu'on fait du social ou du pas social? Un espèce de truc totalement binaire, et où on arrive dans le pays qui a le plus de logements sociaux, et c'est celui qui en manque le plus. Là aussi, si vous voulez, on peut continuer de s'affronter comme ça pendant encore des décennies, mais on ne va pas s'en sortir.
Alors là, maintenant, on a un sujet qui est intéressant, c'est qu'il faut ramener la COP à la maison. C'est-à-dire qu'on a un truc qui est absolument merveilleux. En 97, on signe les accords de Kyoto. Tous les États signent, la planète brûle. Puis en même temps, tous les États décident, on ne va pas faire plus de 3% de déficit budgétaire et pas plus de 60% de dette sur PIB. C'est-à-dire qu'en même temps, on te dit, il y a un problème, en même temps, on te dit, c'est pas moi qui vais m'en occuper, moi, l'État. C'est qui? Je ne sais pas. Le secteur privé dont on dit, attends, tu as des comptes trimestriels, mec, tu as intérêt à gagner de l'argent tous les trimestres. Donc, si vous voulez, on a des contradictions extrêmement profondes. Et en matière de financement, effectivement, du logement, on n'a absolument répondu à rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait les autres de mieux? C'est pas parfait partout, hein, faut pas exagérer. Hein. Mais on est quand même les meilleurs, enfin, les pires. Et là, effectivement, on a aujourd'hui un petit problème supplémentaire, excusez-moi, c'est que ramener la COP à la maison, c'est tout simplement de dire que toute la période où les taux d'intérêt étaient bas, où on aurait pu financer effectivement l'adaptation, on ne l'a pas fait. Et en plus, non seulement on ne l'a pas fait, mais on a fait essentiellement des investissements de mitigation, c'est-à-dire d'évitement d'émissions de CO2. Mais il va faire chaud. C'est-à-dire, la question n'est pas de savoir si je peux louer mon logement ou si je ne peux plus louer mon logement dans tant d'années si j'ai telle lettre. Si je suis dedans et propriétaire, ce n'est pas ça qui va me le rendre frais. Hein. Ce n'est pas ça qui va me le rendre habitable. Là aussi, c'est la réalité. Si je prends cette merveilleuse ville de Paris, et la Défense, c'est plutôt la guerre. Là aussi, on a une réalité. Le climat de Marseille à Paris, c'est la température, moins la mer et moins le Mistral. Ce n'est pas vivable. Vivable. Pas vivable, vivable, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois de plus? Ce qu'on trouve, et l'équation d'Excel, elle peut résoudre le problème, mais à condition qu'on accepte d'aborder les choses différemment. Pourquoi est-ce que dans certains pays, ce sont les immeubles qui s'endettent plus que les gens? Parce que du coup, on peut financer sur 100 ans. Ah oui, ça va durer combien de temps? Pourquoi financer sur 20 ans? Parce que nous, les banques, on n'aime pas prêter aux biens, on n'aime prêter qu'à la personne. Bon, on ne s'en sort pas. À partir du moment où vous avez eu le prix d'un bien qui a augmenté beaucoup plus que les revenus de la personne, et que ça fait 40 ans que ça dure, ça veut dire que vous excluez de la propriété, ou même de l'usage, toute une génération. C'est ça que ça signifie concrètement. Si j'étais Canadien, parce qu'il y a d'autres choses, hein, si j'étais Canadien, je pourrais en ligne, Internet, thanks, je pourrais en ligne faire un prêt une avance sur ma mutation future. J'ai un bien, je l'hypothèque, je reçois une partie de cet argent maintenant, je peux faire tous mes travaux, je n'ai pas besoin d'aller demander la prime rénov, la prime adapt, la prime machin, je fais le faire moi-même avec finalement la valeur de mon logement, et en même temps je peux donner de l'argent à mes enfants qui pourraient ainsi acquérir leur propre logement. En France, allez voir votre banque, vous me raconterez. Je veux dire, cette civilisation de l'usage versus la propriété, c'est finalement un problème de finance. Le mot finance, et j'en terminerai par là, il vient du français, il ne vient pas de l'anglais. On dit tout le temps les anglo-saxons, ils financiarisent tout. Non, c'est les Français qui ont inventé ce mot-là. Ça voulait dire finir. Finir quoi? C'était finir le bâti. Parce que la première chose qu'on a eu à financer dans l'histoire, c'est le bâti. Et donc on a, à l'époque, trouvé des modèles de financement pour effectivement dire j'ai un bien qui vaut beaucoup plus cher que mes ressources de l'année, donc j'ai besoin de financement. Maintenant, on a besoin de financements très différents. On a besoin de s'interroger sur faut-il absolument qu'il y ait... Enfin, c'est rigolo ce métier, hein, c'est quand même particulier. Un secteur d'activité entier où finalement, plus il y a de concurrents, plus les prix augmentent. C'est interpellant quand même de se dire comment en est-on arrivé là et de trouver ça normal. Donc là aussi, si vous voulez, il y a effectivement de la régulation, mais il faut arrêter d'aller chercher les réponses dans le ministère qui nous héberge, alors que la réponse, elle est dans les acteurs. Et les acteurs, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas un banquier, il n'y a pas un assureur, il y a des gens qui disent, au contraire, oh, il y a plus de risques, ça va coûter plus cher, je vais prêter moins. Mais c'est l'inverse de ce qu'on devrait faire. Voilà, c'est mon témoignage. Maintenant, il n'engage que moi.
Merci, Monsieur Lépine. Alors, les financements longs, c'est peut-être la solution dans ce qui concerne l'eau, Monsieur le directeur territorial de Veolia. En tout cas, on vient de vivre un été qui nous a rappelé la nécessité de mettre l'eau en haut de la pile des urgences de la transition écologique. On a aussi entendu des responsables politiques esquisser des solutions, en particulier l'idée du recyclage des eaux usées. Voilà. Qu'est-ce que tout ça vous inspire à Veolia ? Tout d'abord, bonjour. Bonjour à tous. Effectivement, je représente Veolia. Je suis un homme, pour ainsi dire, du terrain, puisque je suis en fait au service des collectivités avec mes collaborateurs dans l'Est de Paris, dans l'Est parisien, pour, de manière assez traditionnelle, offrir nos services pour la production de l'eau potable, pour la collecte et le traitement des eaux usées. Vous allez dire c'est assez traditionnel, mais en fait j'ai entendu parler beaucoup ce matin d'usage, parfois de sobriété, et Veolia et nos activités sont au cœur de cette transition et de ces évolutions, notamment avec l'eau. Et vous le rappeliez, l'été que nous avons vécu a remis, je dirais, en lumière ce qu'on croyait être abondant en France depuis des décennies, même si de temps en temps on reparle de sécheresse passée des années 76 ou autres. Mais là on voit que la recrudescence est chaque année en fait, on voit qu'il y a une évolution qui est inexorable. Et donc on pose la question de la ressource et de comment utiliser l'eau à bon escient. Et la question que je me suis posée effectivement en venant ici, c'est qu'on parle de... Voilà, le nouveau terme à la mode, c'est la reuse, la REUT en français, la réutilisation des eaux usées traitées. Alors c'est technique, hein. En fait... concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire plutôt que de prélever sans cesse et toujours dans le milieu naturel de l'eau qui est captée dans les nappes ou dans les rivières, et pour la transformer en eau potable et ensuite la rejeter dans le milieu naturel une fois qu'elle a été enrichie par nos usages, donc polluée, on se dit pourquoi ne pas lui faire vivre plusieurs vies? Et donc on regarde comment réutiliser cette eau dans les différents usages, irrigation, rafraîchissement, îlots de rafraîchissement dans les villes, pourquoi pas, etc., etc. Et in fine, pourquoi pas produire de l'eau potable à partir de nos eaux usées. Et alors on se dit on est où en France dans ce système-là, et on se compare avec nos voisins européens. Et en fait, juste quelques chiffres. La France réutilise 0,3% de ses eaux usées. Alors vous allez me dire, c'est très 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 peu. C'est très peu, et en plus c'est très très loin de ce qu'on peut voir ailleurs, et pas si loin d'ici, puisqu'en Italie, c'est 8%. En Espagne, c'est près de 15%. Et en Israël, alors vous allez me dire, en Israël, ils ont des tensions hydriques extrêmes, etc. Mais c'est plus de 80% des eaux usées qui sont capables de retraiter. Alors ça nous pose question. On se dit, pourquoi alors que la France, berceau de Veolia, Suez, SOR, les grands champions mondiaux de l'eau et des services à l'environnement, pourquoi on n'est pas capable d'accompagner ensemble des performances en termes de réutilisation des eaux usées à la hauteur de ce que font nos pays voisins. Alors, ma première question, c'est, je me dis, est-ce que c'est technique? Je dis très rapidement non. En Namibie, c'est pas pourtant le chancre qu'on a à l'esprit des pays en avance sur le traitement de l'eau. En Namibie, 350 000 personnes depuis près de 50 ans utilisent et boivent de l'eau d'une très bonne qualité qui est issue de leurs eaux usées.
Alors, ça pose question. Mais il y en a d'autres de sujets. À Singapour, c'est pareil, ils ont même utilisé un terme, c'est le New Water. C'est réutilisation de l'eau. Et ils boivent l'eau en partie issue de leurs eaux usées. Et on a de l'émergence de cela en France, mais vraiment dans des cas spécifiques. J'ai la chance, je travaille à côté de Marne-la-Vallée et on a construit pour un parc d'attractions mondialement célèbre leur usine d'épuration, mais c'est au-delà de leur usine d'épuration, c'était il y a 15 ans déjà. Ça leur permet en fait de réutiliser et de quasiment repotabiliser de l'eau à hauteur de 300 000 m3 par an. Et donc c'est la moitié de ce qu'ils reçoivent en eau usée, ils le retraitent pour le parc. C'est Disney, vous l'aurez reconnu. Et on a l'émergence comme ça de projets, le projet Jourdain dont on a beaucoup entendu parler en Vendée, etc., etc. Mais ça prend très très lentement, très progressivement. Et donc techniquement on sait faire. Pour les besoins, c'est clair, avec tout ce qu'on a dit sur les étés caniculaires et les stress hydriques et les nombreuses communes, notamment rurales, qui n'avaient plus d'accès à l'eau potable cet été, ce qui est quand même quelque chose d'assez traumatisant en France. Et donc, à qui la faute ? Et dans mon analyse, un drame français, la réglementation, tout simplement. Fait partie de cette équation, c'est que, en fait, alors je ne suis pas historien de la réglementation de la législation, mais j'imagine que nos passés et le 19e siècle, l'hygiénisme nous a conduit à rester très, très, très focalisés sur les aspects sanitaires et les risques. Mais, et d'ailleurs, à ce propos, je salue les exemples de Monsieur le maire et de Monsieur sur les Mureaux, parce que changer les usages de l'eau et transformer la ville et l'eau, se passer des réseaux d'eau pluviale, inventer des nouveaux usages, ouvrir les rues pour les remettre dans l'usage dans la ville, c'est des combats. Parce que la réglementation, elle est encore très docte et le risque sanitaire est exclu. Et donc, on va, de manière très technique, très méthodique, mettre sous l'étouffoir en fait tous les projets à dose de paramètres requis, de seuils réglementaires, d'incertitudes aussi administratives. Et malheureusement, les dernières évolutions qui nous promettaient justement des bouleversements et des avancées réglementaires, et en fait, sont encore très très lents et nous empêchent d'avancer et d'avancer collectivement dans des projets pour vraiment déployer tout le potentiel de la réutilisation de l'eau. Donc oui, on bute sur cet obstacle. Parfois, moi, je me demande quand même si c'est vraiment la réglementation ou la façon dont les gens l'interprètent, une petite tendance à la surinterprétation de textes, qui est aussi un peu une spécialité française, notamment par rapport au droit européen. Mais voilà, c'est une question dont on pourra peut-être débattre. Je me tourne vers vous, Karim Selouane, qui est, je crois, à vue de nez en tout cas, le plus jeune d'entre nous. Vous êtes aussi le plus international, puisque vous revenez de la COP, justement, dont on parlait à l'instant, en Égypte. Et peut-être aussi le plus optimiste, parce que je vous ai senti, lorsque nous avons préparé cette réunion, très enthousiaste, malgré le contexte difficile de notre monde qui peine à accélérer vraiment vers la transition. Alors, pourquoi cet optimisme ? Optimiste, mais pas naïf, je dirais. Alors déjà, bonjour tout le monde. Donc je me présente rapidement. Donc effectivement, je suis Karim Selouane, le fondateur et le directeur de Résilience, qui est un bureau d'études et d'ingénierie du groupe Vinci. Mais on travaille à 90% pour des clients et des partenaires à l'extérieur du groupe Vinci. Donc notre mission est d'accompagner des acteurs privés, que ce soit ou publics, des banques de développement, des fonds d'investissement publics, privés, des collectivités territoriales, des entreprises également ou des sites industriels sur les questions d'adaptation au changement climatique. Et très brièvement, on a plus de 85 projets dans plus de 70 pays, incluant bien sûr la France.
Alors, l'optimisme, je dirais, on n'a pas le choix. Donc, moi, j'ai envie de vivre. Et puis, donc, je ne pense pas crever demain, pour être, voilà, pour être assez cash. Et alors après, pourquoi je dis optimisme et pas naïf ? Parce qu'il y a une réalité qu'on ne peut absolument pas mettre de côté, ou en tout cas faire semblant de ne pas la voir. Je vais donner quelques chiffres peut-être pour donner un peu le cadre de la notion d'adaptation derrière, et ça rejoindra également des éléments que vous avez évoqués, monsieur, tout à l'heure, je crois que c'est Xavier Lepine, sur les questions de la finance. Quelques chiffres. Alors si on regarde tous les rapports du GIEC, hein, qui chaque année augmentent les niveaux d'incertitude et les niveaux de risque et les niveaux des dommages, une dernière étude qui a été menée par le MIT, donc le MIT qui est une grande université américaine, ont fait une étude qui projetait l'impact du dérèglement climatique sur le PIB mondial. Et donc, en fonction des scénarios, parce que quand on parle de changement climatique, il y a plusieurs scénarios. Il y a à peu près une cinquantaine de modèles qui existent au sein du GIEC. Et ensuite, quand on les utilise, on fait des comparaisons et on prend les écarts les plus faibles pour augmenter ce qu'on appelle la robustesse des calculs à travers une série de modèles tels que déclarés ou en tout cas officialisés par le GIEC. Et dans l'ensemble de ces modèles, et de ces différentes trajectoires, en gros, il y a le minima et le maxima. Entre les deux, on est entre 15 et 30% du PIB mondial impacté. Et qu'est-ce qui, à l'intérieur de ces dommages, explique en grande partie la destruction du PIB mondial ? Après, reste à re-questionner ce que l'on calcule dans le cadre du PIB, mais ça, c'est une autre question. C'est les environnements bâtis. À savoir qu'une grande partie des dommages créés sur les environnements bâtis, donc sur les bâtiments, les infrastructures, les réseaux, là où on habite, là où on va travailler, finalement, tout ce que l'on construit, du fait qu'ils sont de plus en plus rendus vulnérables et qu'il y a des dommages plus ou moins importants à travers le monde, aucun territoire dans le monde n'est épargné. Aucun, je dis bien aucun. Donc il ne faut pas croire, hein, tous les territoires sont endommagés d'une manière plus ou moins importante. L'une des conséquences est donc un impact sur le PIB. Et si on regarde à l'échelle France, on sait que c'est autour de 10 à 20% éventuellement à l'horizon 2070. Et donc il y a une urgence finalement d'adapter nos environnements bâtis vis-à-vis du dérèglement climatique. Quelques points également. Donc il y a un rapport qui est sorti de l'Institut de l'économie du climat qui a estimé à peu près, ne serait-ce que juste pour des études en amont, parce que contrairement à ce qu'ont repris différents journaux, notamment de la presse, que ce soit Le Figaro, Le Monde ou Libé, hein, comme ça il n'y a pas de jaloux, ces trois médias ont mal interprété le rapport qui a été publié par l'Institut du climat, de l'économie du climat. Ils estiment à peu près à 2 milliards d'euros par an pour l'adaptation. Mais ce n'est pas des coûts d'investissement, ce sont uniquement les coûts d'études nécessaires pour outiller les collectivités territoriales et les acteurs privés pour qu'ils puissent avoir au moins de la donnée, des informations et des manières de faire pour pouvoir aborder dans un second temps les questions d'adaptation, soit en termes d'investissement, soit en termes d'organisation. Donc on voit bien ce chiffre de 2 milliards qui est uniquement pour la partie, je dirais, amont, c'est-à-dire études. 2 milliards par an, c'est énorme, c'est vertigineux. Je vous laisse imaginer l'effet multiplicatif qu'il faudra avoir pour investir sur la question de l'adaptation. Si on sort de la France, la Banque mondiale, par exemple, estime à plus de 700 milliards d'euros par an pour uniquement adapter les villes côtières dans le monde. Pourquoi les villes côtières est importante ? Parce que c'est près de 70% de l'économie mondiale et près de 70% de la population mondiale. Ensuite, pour les entreprises, à peu près près de 700 milliards d'euros par an pour adapter les actifs ou tous les bâtiments des entreprises, par exemple, mais également leurs appareils productifs. Donc on voit bien que ce sont des chiffres qui sont vertigineux. Puis quelques exemples pour les villes, vu qu'on est ici dans la transition notamment urbaine et en tout cas des environnements bâtis, que ce soit à l'échelle rurale ou à l'échelle urbaine. Il est estimé à peu près, hein, mais ça ce sont des ordres de grandeur, que pour adapter en France un certain nombre de grandes métropoles, c'est près de 30 à 50 milliards d'euros sur 10 ans. Un exemple concret, puis là c'est très important si on fait un pas de côté, de regarder quelques signaux faibles qui ne seront pas des signaux faibles à court terme. Jakarta, capitale de l'Indonésie, hein, donc en 2018, c'est passé un peu sous le radar. On n'est pas dans le même système de gouvernance, c'est pas dans le même système démocratique, mais néanmoins, c'est un signal fort. Après plus de 20 ans d'investissement pour réduire les risques climatiques, se sont aperçus que c'était quasiment peine perdue. Donc il y a une décision radicale, c'est le déménagement de la ville, la capitale, sur une autre île, ce qui pose d'autres questions foncières, ce qui pose d'autres questions en termes d'impact environnemental, parce que finalement, ça va se faire sur des zones forestières qui actuellement sont préservées.
50 milliards d'euros d'investissement pour reconstruire une nouvelle capitale administrative. L'Égypte fait de même. Il y a une nouvelle capitale administrative. Je rentre de la COP. Il y a une seconde ville. C'est 15 milliards d'euros d'investissement. Cette ville, pour vous montrer un petit peu la manière dont on peut aborder les questions d'adaptation au changement climatique, c'est une ville qui est conçue sur le delta du Nil. Donc on est extrêmement à l'aval du Nil. Mais en amont, qu'est-ce qui se passe en parallèle? Il y a l'Égypte qui construit le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. Or, ce barrage a été conçu il y a 15 ans en termes de conception. Aujourd'hui, il fait face à des nouvelles prédictions du changement climatique avec une réduction des précipitations sur les hauts plateaux d'Afrique de l'Est, avec une perte de 30 à 20% de précipitations, avec aussi une perte importante des glaciers, voire une disparition des glaciers pendant les périodes estivales. Et donc, ce qui veut dire moins 20 à 30% d'eau, donc une capacité de production énergétique en moins. Or, ce barrage a été pensé pour pouvoir rendre autonome en énergie toute l'Éthiopie. Et la conséquence, c'est que le Nil relie à la fois l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Et donc, vous construisez une nouvelle ville pour plus de 20 millions d'habitants, à 15 milliards d'euros au delta du Nil, qui n'aura même pas forcément les capacités d'alimenter en eau potable cette future ville. Donc on voit bien ces décalages entre des projets pensés aujourd'hui et finalement des trajectoires d'évolution climatique à court, moyen, long terme. Et c'est là où se pose la question de l'adaptation, et c'est là où nous nous positionnons. Et pour conclure, très rapidement, on a lancé ce qu'on appelle un call for action, donc c'est-à-dire un appel à action qui a été lancé lors de la COP26, signé par toutes les parties prenantes du secteur des bâtiments à travers l'Alliance mondiale des bâtiments et de la construction, les 10 principes essentiels de l'adaptation que vous pouvez télécharger sur le site de l'UNEP, parce que c'est hébergé sur le programme des Nations Unies pour l'environnement. Merci. Merci. Donc, on a vu avec M. Bessis que la transition écologique des villes, c'est d'abord une question de valeurs. Et bien sûr, les valeurs, il faut les transmettre. Et d'ailleurs, Louis Moutard nous l'a dit dès son introduction ce matin. Et la transmission des valeurs de la transition écologique, c'est votre métier à vous, Madame Sen, comme directrice générale d'EcoCO2. Et vous l'appliquez à des écoliers, à l'écomobilité. Voilà, racontez-nous ça. Bonjour, merci d'abord pour l'invitation ici aujourd'hui. Effectivement, je suis directrice générale d'EcoCO2, une PME de à peu près 140 salariés qui, depuis 18 mois, appartient majoritairement à ses salariés. Nous l'avons racheté à notre président fondateur en 2021 quand il a pris sa retraite. Et nous, on agit à des échelles plus modestes que les autres personnes qui s'expriment ici. On se voit comme un accélérateur de la transition écologique par le changement du comportement. On fait depuis de nombreuses années, on mène des actions de sensibilisation, essentiellement auprès de publics scolaires. Nous avons, il y a 10 ans, remporté dans le premier appel à programme certificat d'économie d'énergie, un programme destiné à sensibiliser les enfants aux économies d'énergie et d'eau dans les écoles, qui s'appelle Wati à l'école. Avec ce programme, nous avons sensibilisé près de 345 000 enfants à ces thématiques dans à peu près 15 000 classes. Et en nous appuyant sur des acteurs qui sont dans les territoires, qui sont proches des collectivités, qui sont pour l'essentiel des associations d'éducation à l'environnement. Et depuis 2 ans, nous avons ajouté à ce programme un programme sur l'écomobilité scolaire qui s'appelle MOBI, qui est destiné à mettre en place, à aider les collectivités à mettre en place des plans de déplacement établissements scolaires, donc à mener une concertation sur leur territoire avec les parents d'élèves, avec la communauté éducative, bien sûr les élus, les services, les enfants, pour se déplacer autrement, comprendre comment les enfants vont à l'école, pourquoi ils y vont de telle ou telle façon. Il faut savoir que 60% des enfants sont à moins de 15 minutes de leur établissement scolaire et pourtant 30% y vont en voiture individuelle. Donc on accompagne les collectivités pour
pour faire un diagnostic déjà d'accessibilité, mais aussi vraiment concrètement des modes de déplacement des enfants vers les écoles, pour ensuite leur donner les outils pour mettre en place une mobilité, une écomobilité différente, trouver des solutions qui puissent être pérennisées. Et c'est ce qui nous motive vraiment au quotidien, c'est d'essayer d'accompagner ces changements, parce que les lois, les réglementations, les injonctions, on constate, nous, que ça ne suffit pas. On a envie d'écouter et de co-construire avec les différentes parties prenantes ces changements nécessaires, et de les accompagner dans la durée pour que les générations de demain et d'autres réflexes prennent dès le départ d'autres habitudes que nous qui... Bon, voilà, c'est plus difficile à notre âge que quand on a 10 ans, que quand on a 15 ans. Donc Mobi comme bicyclette, hein, avec un Y, et cet appel, les collectivités qui seraient intéressées ont encore quelques mois pour s'y inscrire, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. En fait, les programmes labellisés dans le cadre des certificats d'économie d'énergie, malheureusement, financent toujours l'innovation et jamais la pérennisation. Donc, c'est des programmes qui ont un début, une fin. Et aujourd'hui, le double programme Wattie Mobi, effectivement, est dans ces derniers 6 mois de financement. D'ici le printemps prochain, voilà, il faut avoir signé une convention pour déployer ce programme encore jusqu'à l'été 2024. Mais effectivement, c'est encore possible de bénéficier de ces financements et d'engager sa collectivité pour que derrière, peut-être, on puisse mettre en place des actions pérennes, mais que la dynamique soit lancée avant, on va dire, le mois de mai 2023. Merci Madame Sen, merci à tous et toutes. Peut-être on peut d'ailleurs applaudir, je n'ai pas pensé à le demander à la dernière table ronde, mais tous nos intervenants, parce que c'est vraiment super. Avez-vous des questions, mesdames et messieurs? C'est le moment. Bonjour à toutes et à tous. Je ne regrette pas d'être venu et merci Louis d'avoir insisté amicalement pour que je vienne. Vous êtes monsieur Laurent Perrin, architecte urbaniste au sein de l'Institut Paris Région. C'est pas tant des questions encore que... Enfin bon, d'abord je voulais féliciter Xavier Lépine pour avoir mis les pieds dans le plat comme il l'a fait très intelligemment. Il a bien raison de dire les choses qui doivent être dites. Et puis pour revenir sur ce que disait Monsieur Selouane, à propos de la COP27, à propos des défis immenses qui nous attendent. Alors, en Ile-de-France, on a un souci, voilà, c'est celui de l'attente de cette fameuse crue majeure de la Seine, dont on sait, l'Institut Paris Région et d'autres ont fait des tas d'études là-dessus pour... D'ailleurs, je me demande comment on arrive à chiffrer vraiment, mais enfin bon, on parle de 30 à 40 milliards de dégâts, voilà. Et on n'arrive pas, effectivement, à financer les ouvrages supplémentaires qui seraient absolument nécessaires. Remercions le général de Gaulle et l'État français d'avoir réalisé 4 barrages réservoirs en amont qui non seulement protègent relativement efficacement des crues, mais aussi permettent de maintenir l'étiage, enfin de maintenir suffisamment d'eau en période d'étiage, et les périodes d'étiage vont effectivement s'agrandir dans le temps et vont devenir de plus en plus importantes. Par rapport au Rhin, nous on a fait une étude comparative qui va sortir bientôt avec le Rhin supérieur. Ben, le Rhin cet été, il n'y avait pas assez d'eau, alors que sur la Seine, il y en avait, Dieu merci, encore assez. Alors bon, d'accord, il y a peut-être des questions de glaciers qui fondent trop vite dans les Alpes et on n'a pas ce problème-là en amont de l'Île-de-France. Mais bon, donc en tous les cas, la Cour des comptes a pointé récemment le fait que
il y avait une irresponsabilité partagée de l'ensemble des acteurs de la chaîne pour essayer, effectivement financer la prévention du risque d'inondation, hein, la GEMAPI et compagnie, la taxe GEMAPI. Bon, moi, j'avoue que je ne comprends pas quand on a 30 à 40 milliards de certitude de dégâts, de quasi-certitude, parce qu'on sait que ça va arriver, on n'est pas foutu de trouver l'emplacement. Parce qu'on nous dit, hein, quand on écoute l'établissement public des barrages réservoirs, qui essaye, hein, malgré tout, de faire ce qu'il peut, on nous dit qu'on ne peut plus faire comme on a fait dans les années 60-70, c'est-à-dire des grands barrages, qui pourtant, enfin des barrages en dérivation, qui pourtant rendent beaucoup de services, puisque non seulement ce sont des refuges pour les oiseaux migrateurs, maintenant c'est des zones Ramsar, en Champagne, voilà, là où ces terres n'étaient absolument pas propices et accueillantes à la biodiversité, ça a créé de la biodiversité, mais aussi des bases de loisirs pour les habitants de Troyes et même les Franciliens. Donc en fait, il y a des co-bénéfices multiples. Et alors effectivement, il faudrait sans doute en créer un cinquième, voire ou sinon des casiers de réservoirs sur la bassée, mais c'est quand même pas la panacée ça. Les barrages en dérivation, les réservoirs en dérivation sont beaucoup mieux parce qu'on peut piloter et puis surtout on peut maintenir l'étiage. Donc franchement, enfin, je sais que cette question va revenir, c'est un serpent de mer, plutôt un serpent de Seine en l'occurrence, mais bon, elle va revenir. Alors il y a ce problème-là. L'Institut Paris Région a aussi été maître d'œuvre avec d'autres du schéma d'aménagement général de la Polynésie française. Ça n'a rien à voir, on est vraiment aux antipodes. Mais il se trouve que j'ai été le chef de projet de cette affaire, qui est une affaire dont on n'a pas à rougir, parce qu'on a mené les choses aussi bien qu'il était possible, mais quand même une certaine frustration au bout du compte, parce qu'on n'a pas pu écrire ce qu'il aurait fallu écrire, c'est qu'effectivement, les Tuamotu, il va falloir qu'ils ressuscitent dans le métavers comme les Tuvalu, puisque les Tuamotu vont être submergés à plus ou moins brève échéance. Et donc, le problème, et ça... on parle des sentinelles climatiques au Tuamotu. Moi, j'ai discuté avec des élus locaux, avec des habitants. Ils le savent, mais en même temps, ils sont attachés à leur mode de vie, etc. Donc, il y a un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. Enfin, parce que de toute façon, puisque ça va arriver, il faut prévenir autant que faire se peut. Alors, évidemment, de ma part, c'est une sorte d'attitude très rationnelle et moins émotionnelle que de la part des gouvernants de la Polynésie française et puis des habitants des Tuamotu, mais il est certain qu'il va falloir qu'ils déménagent vers les terres, vers les îles hautes, de même que les gens des Fidji aujourd'hui commencent à déménager vers la Nouvelle-Zélande qu'ils accueillent. Enfin, ça se passe dans le cas du Commonwealth. Les îles anglaises du Commonwealth sont en train progressivement d'engager leur relocalisation dans les parties hautes. Et il faut absolument faire la même chose aussi en Polynésie. Donc j'espère bien pouvoir publier bientôt une tribune à ce sujet-là avec mon camarade Dégis Conseil, avec qui on a été à la manœuvre sur ce projet de SAGE, sur ce SAGE, pour qu'on relance, parce que finalement, ce SAGE qui a été approuvé en 2020, c'est le premier schéma d'aménagement régional de la Polynésie française à avoir été approuvé, à avoir été jusqu'au bout. Donc, eh bien, il faut absolument qu'effectivement, il faut le remettre sur l'ouvrage pour aller jusqu'au bout des problématiques qui se posent, qu'on a malheureusement été obligé d'escamoter. Voilà ce que je voulais dire, pardon d'avoir été un peu long. Très bien. Monsieur l'adjoint au maire des Mureaux. Oui, c'est une question pour Madame Sen. En 2017, on a créé à la ville l'indemnité kilométrique vélo. Et je suis très embêté parce que on va plus pouvoir la verser là. Et en plus de ça, elle est complètement pas, enfin, elle n'est pas attractive du tout. Et en plus, il y a une différence entre ce que l'on peut verser à un employé communal ou un employé de l'État et ce qu'on peut verser à quelqu'un qui travaille dans une entreprise privée. Alors j'aimerais vous rencontrer parce que on a beau travailler beaucoup sur le fait qu'on essaie de passer de la bagnole au vélo, c'est pas facile, c'est pas attractif. Et même mon maire un jour, en plaisantant, m'a dit: trouve-moi l'indemnité kilométrique pour les piétons. Il aime les grands défis, j'ai pas trouvé. Sinon que même en payant les baskets, des menus
des menus à faible calorie et tout, mais je voudrais voir, parce que je ne sais pas comment passer cette question de normes. Déjà, l'État nous avait dit on vous tolère, c'est une expérimentation, mais je voudrais dépasser cette question du peu d'attractivité, compte tenu du fait qu'en plus, quand on regarde la bagnole, tout ce que la voiture engendre comme problématique liée à l'accidentologie, l'hôpital, les constructions spécifiques et tout, en fait, coûte beaucoup plus cher que ce que cela peut rapporter. Et je ne comprends pas que pour le vélo, on soit très limité. Et on arrive, en France, on est des acteurs tardifs là-dessus. D'autres États européens étaient bien plus avancés, notamment pour les questions d'indemnité. Donc je voudrais peut-être travailler avec vous ce genre de choses, parce que c'est pas facile. Voilà. Très bien. Je voudrais rajouter quelque chose. Par rapport à tout ce qu'on se dit, il y a quelque chose qui a beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années, c'est la notion du temps. Et même dans les déplacements, le temps. Et c'est vrai que quand on est à l'ère de l'instantané, du temps réel, etc., on ne comprend pas nécessairement qu'il faille peut-être une minute de plus pour se déplacer. Et moi, je le vois bien, par exemple, Michel parlait des écoles, etc. Bon, maintenant, hommes et femmes viennent porter leurs enfants à l'école, mais c'est souvent, si c'est 8h30 la rentrée, on arrive à 8h29. Et éventuellement, alors je vais peut-être être un peu... D'un côté, on dépose le gosse, et si on pouvait faire du drive school, on le ferait. Donc ça veut dire que... Alors, surtout dans l'urbain, hein, surtout dans l'urbain. Mais regardez autour de vous, même peut-être vous-même, vous le faites, hein, mais là, vous ne l'avouerez pas. Donc je pense que c'est très important. La deuxième notion, Madame Sen, qui est importante dans ce que vous avez dit, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'éthique. Mais l'éthique qu'on doit s'appliquer à tous. Et l'éthique, ça répond aussi sur 5 éléments forts de la règle. C'est la prévention, la dissuasion, la répression, et assez fréquemment on a peur de la répression, la sanction et la présanction. Et si vous voulez, nous, ce qu'on applique dans notre ville, c'est ce qu'on appelle la notion de l'arbitre. L'arbitre, c'est quelqu'un qui est un tiers de confiance, à qui on dit « je suis d'accord pour que tu me fasses respecter le règlement ». C'est pour ça qu'il va jusqu'au carton rouge. Après, c'est après le carton rouge que la sanction et la présanction. Et ça veut dire que si on veut travailler sur les notions de nature, de respect, de changement culturel, obligatoirement, il faut définir ce qu'est la règle et définir la prévention, la dissuasion, le carton jaune, le carton rouge et la présanction. En fait, juste pour répondre brièvement, parce qu'on pourra se voir après, mais dans les sondages qu'on a menés, nous, effectivement, on voit que la raison principale qui motive les parents à ne pas laisser leurs enfants aller à l'école autrement qu'en voiture, c'est des questions de sécurité. C'est ce qui l'emporte sur tous les autres aspects, en tout cas dans ce qu'on a pu nous constater dans les collectivités avec lesquelles on a commencé à travailler. On pense que c'est important de... Bon, effectivement, il y a le vélo, il y a les pédibus. Ce qu'on pense qui est important, c'est de ne pas venir avec des solutions toutes faites. C'est aussi de travailler avec chaque territoire, parce qu'on est à la fois dans des métropoles, mais on est aussi dans des territoires très ruraux, montagneux. Donc, ce qui nous semble important, c'est de travailler vraiment avec les collectivités et les parents sur les freins et les leviers de leur territoire, et de ne pas dire bon bah toi il faut que tu mettes une piste cyclable, toi c'est un carapate qui te convient, mais de le construire ensemble. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver effectivement à changer des choses de façon un petit peu pérenne, parce que sinon on va mettre en place une solution toute faite et derrière il ne se passera rien. Dans 2-3 ans, il n'y aura pas de suite. Oui, je crois que ça nous ramène là en effet à une question majeure de l'art urbain dans les territoires, hein. On l'a dit dès le début, c'est l'identité de chacun. Karim Serouane, vous voulez... C'était pour rebondir sur la question que vous avez, en tout cas sur le commentaire, parce que je ne sais pas si c'est une forme de question ou un commentaire, mais on va appeler ça les deux. Pour revenir à la question de la COP, le sujet central de cette COP, c'était ce qu'on appelle loss and damage, donc en français les pertes et préjudices.
Et cette notion, justement, était un point de crispation important dans les négociations parce que déclarer et finalement identifier et bien cadrer, cibler la notion de préjudice, ça veut dire acter une responsabilité. Et ceci, derrière, il y a un vide juridique international qui fait que les États ont peur, finalement, de savoir ce qui peut advenir par la suite si les États se déclarent être responsables, même si, de manière officieuse, il y a une forme de... Il y a un aveu, finalement, de responsabilité lorsqu'on décide de parler du sujet, mais il n'est pas acté sur le plan international ni sur le plan juridique. Et c'est pareil pour les entreprises, c'est-à-dire que, finalement, la responsabilité fait... parce que la pollution, les émissions de gaz à effet de serre, c'est quelque chose de collectif. Les États, parce qu'ils ont une responsabilité dans leur réglementation, dans leur manière d'imposer ou pas tel ou tel secteur de l'activité, d'objectiver des objectifs de neutralité carbone, par exemple. Et puis les entreprises, derrière, c'est aussi leur responsabilité, si elles prennent ou pas, si elles respectent ou pas les engagements des États dans lesquels elles sont inscrites, mais également vis-à-vis de tout autre paramètre. Alors, ce sujet est important parce que, effectivement, alors, vous parliez de territoires d'outre-mer ou en tout cas d'îles dans le Pacifique, et également, que ce soit les îles françaises, mais également les îles anglo-saxonnes ou autres, qui était un point central, parce qu'effectivement, ce sont des sentinelles, mais il y a aussi des sentinelles en France métropolitaine et même dans les territoires d'outre-mer. Quand on regarde ce qui se passe dans les dom-toms françaises, il y a également ce sujet entre l'espace, on parle ici d'aménagement urbain, mais quand vous êtes sur des territoires où l'espace urbanisable est très restreint entre le trait de côte et puis un relief montagnard, en sachant qu'il est très difficile de construire sur des flancs de volcans, parce que simplement les terres n'ont pas les mêmes capacités pour faire des fondations. On a en France l'île de Léron, qui connaît le recul du trait de côte le plus important d'Europe, quand même, donc 1500 mètres en moins en l'espace de 15 ans. Je vous laisse deviner, c'est pas en un siècle, hein, c'est en 15 ans pour l'île de Léron. Il se passe la même chose sur les zones vendéennes. Donc derrière, finalement, ce qui se passe, c'est, je pense, on parle tous ici de transition écologique. La question, c'est comment est-ce que la transition peut être réellement soutenable dans un contexte évolutif du changement climatique. En gros, hein, il ne peut y avoir de soutenabilité des territoires sans adaptation au changement climatique, parce qu'autrement, c'est peine perdue. On a beau avoir tous les objectifs de neutralité carbone, tous les objectifs d'inclusion sociale, mais si demain les territoires sont endommagés par tel risque d'aléa, ou tout simplement parce qu'ils seront moins vivables et du coup moins attractifs, mais finalement les objectifs de soutenabilité ou de transition écologique seront peine perdue. Donc ce ne sont pas des choses qu'il faut mettre en opposition, mais c'est vraiment des actions qu'il faut de plus en plus imposer en tandem. Et après, juste sur la question de Paris, vous avez évoqué le chiffre de 30 milliards. Alors moi j'ai vu d'autres rapports qui étaient, je dirais, d'un rapport à 20, beaucoup plus important. Pourquoi ? Parce qu'il y a les coûts directs sur je dirais sur le bâti, mais il y a tous les coûts indirects. Parce que Paris, on est quand même dans un état encore jacobin, où donc l'impact de l'arrêt des réseaux électriques qui vont endommager, par exemple, les sites productifs, c'est un impact avec des effets dominos plus étendus que le simple point parisien. Voilà. Donc je pense que c'est important aussi d'avoir ces notions d'échelle et de pouvoir voir que les impacts du dérèglement climatique sur un territoire ont des effets beaucoup plus étendus que la simple ville ou le simple village. Et inversement, on peut être dans des villes qui sont dites protégées, mais être rendues vulnérables parce que les interactions avec d'autres infrastructures dites critiques, comme le raccordement électrique, etc., peuvent être endommagées, donc impacter des territoires qui seraient dits moins vulnérables. Merci. Y a-t-il encore d'autres questions ? Oui, c'est une question pour Monsieur Lépine concernant le financement de l'immobilier. En fait, on avait des systèmes qui existaient, je pense à la Société anonyme d'attribution, par exemple, qui permettait effectivement de créer l'opération avec les actionnaires et les futurs occupants. On a aujourd'hui la dématérialisation du foncier, par rapport aux opérations, par exemple le système BSR qui permet effectivement de financer le foncier par l'intermédiaire d'une foncière et de financer l'opération par l'intermédiaire de l'acquisition qu'en font les acquéreurs. On est dans du logement qui n'est pas forcément social, mais on est à environ moins 30% quand même des coûts, notamment en Île-de-France. Ce sont des solutions, ce ne sont pas des panacées, mais ce sont des systèmes qui existent. Et c'est pourquoi je voulais intervenir sur ce sujet, parce que tout à l'heure vous disiez on n'a pas fait de progrès en ce qui concerne le financement du logement. Je crois qu'on a quand même un certain nombre d'éléments qui permettent aujourd'hui d'avoir une proposition la plus large possible pour une clientèle la plus large possible aussi.
on a d'autres solutions qui se feront jour. Vous savez, je pense à une chose, lorsque j'ai commencé à travailler, c'était il y a quelque temps, j'étais affecté à la station de sport d'hiver de la Mongie. Et la Mongie-Tourmalet est sur un bail amphithéotique de 99 ans. Le terrain appartient à la commune de Campan. Donc ça, c'était quand même il y a quelque temps. Et aujourd'hui, on est en train de redécouvrir cette dématérialisation du foncier par rapport à la construction. Et je pense qu'on doit pouvoir aller un petit peu plus loin. Et ça peut arranger un certain nombre d'élus, notamment, dans la réalisation qui peut être faite sur leur collectivité et la satisfaction qu'ils peuvent apporter à leurs citoyens. Alors, tout à fait d'accord. J'ai juste dit, c'est dans le logement privé qu'on n'a pas eu d'innovation. Dans le domaine social, effectivement, le BRS est une très bonne innovation. La location-accession est une très bonne innovation. Mais qu'est-ce que c'est que la location-accession? C'est de dire, vous payez deux fractions, une fraction A qui est un loyer normal, et une fraction B que vous mettez de côté, et cette fraction B vous permet d'acquérir un certain nombre d'années, mettons 5 ans ou 10 ans plus tard, c'est de l'argent que vous avez mis de côté pour acquérir le bien au prix au prix d'origine. Si vous connaissez beaucoup d'investisseurs qui spontanément, dans le domaine libre, vont dire « je m'engage à te vendre dans 10 ans au prix d'aujourd'hui », vous me les présentez. Je veux dire, ça, on est dans le domaine social. Le BRS, quand on fait un office foncier solidaire, solidaire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est également dans le domaine social. Et c'est très bien. C'est pas l'idée de critiquer. Je dis simplement, ça ne peut pas être c'est une réponse dans le domaine social d'un parcours résidentiel. Et c'est plus qu'intéressant, c'est nécessaire. Parce que ce que l'on constate, c'est que dans le domaine social, pour moi, si vous voulez, c'est pas d'ailleurs. Enfin, dans le domaine social, les gens restent en moyenne 22 ans locataires. Dans le domaine privé, c'est 5 ans. Alors, est-ce que 22, c'est mieux que 5 ? En théorie, oui, mais ça veut dire quelque part qu'en fait, il n'y a pas moyen de sortir du logement social, et il y en a de moins en moins, puisque finalement, les prix augmentent tout le temps et ça rend impossible. Mais par contre, de dire, il existe d'autres méthodes, et vous faites référence à l'amphithéose, enfin au bail amphithéotique, donc à l'amphithéose, de dire finalement, on peut séparer dans le temps le foncier et le bâti, ou on peut séparer l'habitat dans l'espace entre le foncier et le bâti, ou dans le temps, c'est-à-dire par le bail amphithéotique. La réponse est définitivement oui. Est-ce qu'il faut justement... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez un troisième acteur dans le jeu. Vous avez un acteur qui est la personne qui achète selon ses moyens, un acteur qui bâtit ou qui revend un bien, puisque vous pouvez le faire sur de l'ancien aussi, et vous avez un acteur investisseur qui vient dire, moi je prends une partie du temps ou de l'espace qui n'est pas acheté par la personne habituelle. Et ça, effectivement, il y a énormément, et il faut industrialiser ces solutions. C'est d'ailleurs, à mon avis, la seule méthode industrialisable qui permettra aux générations futures de pouvoir se loger dans le contexte que l'on connaît. Donc je suis totalement d'accord avec vous, c'est juste la manière dont il faut industrialiser et dont il faut associer finalement le secteur privé qui doit y trouver son compte. Je ne pense pas qu'il soit naturel dans un pays tel qu'il soit de dire que le logement est un actif tellement spécifique qu'il doit être socialisé. Non, c'est un actif d'efficacité économique. Et plus on va le sortir de cette notion d'efficacité économique pour le socialiser, au moins on arrivera à s'en sortir. Parce que finalement, les seuls acteurs qui vont rester vivants, si je puis dire, c'est-à-dire ceux qui pourront acquérir, ce sera de moins en moins de monde. Et ça, c'est pas bon pour une société avec un grand S. On arrive aujourd'hui avec notre système dual. D'un côté, excusez-moi, je vais peut-être pas faire plaisir, mais d'un côté, notre système de prêt à taux fixe qui permet à chaque fois que les taux baissent d'acheter plus cher, et on compense ça par du logement social de l'autre côté, à avoir finalement, si vous prenez l'épargne des ménages en France, selon l'INSEE, l'épargne des ménages, c'est 12 000 milliards d'euros.
12 000 milliards, ça fait quand même 6 fois le PIB de la France. C'est gigantesque. Sur ces 12 000 milliards, vous en avez 8 000 qui est dans l'immobilier. Détenus par qui? Des gens qui ont la couleur des cheveux qui sont les miens. Je veux dire, c'est qu'une inégalité profonde. Donc vous avez 8 000 milliards qui est stérilisé dans quelque chose dans lequel vous vivez, mais qui ne vous rapporte pas d'argent. Si vous prenez les 4 000 milliards qui restent, vous en avez 2 000 qui est dans de l'assurance vie, principalement dans des contrats en euros, c'est-à-dire des emprunts obligataires émis par l'État. Vous en avez 500 milliards qui est investi par des entrepreneurs dans leurs entreprises. Et puis vous en avez 800 milliards qui est investi dans l'économie réelle, par les épargnants. Et la capitalisation boursière de la France, c'est combien? Enfin, du CAC 40. C'est 2000. Ce qui veut dire que nos entreprises nationales sont détenues à plus de 55% par des capitaux étrangers. Alors vous allez avoir les gens qui en même temps se plaignent de dire « Ah là là, il y en a marre, c'est toujours les mêmes, c'est pas nous qui détenons nos entreprises, c'est pas nous qui avons le pouvoir. » Et en même temps, où est-ce que tu mets ton argent? Dans ton logement. Parce que tu n'as pas le choix. Parce qu'on n'a pas mis en place les systèmes. Vous voyez, le logement ne peut pas être pris comme quelque chose complètement hors sol, hors du domaine économique. Le logement fait partie du domaine économique, du domaine social, de la responsabilité collective. Et voilà. Et on ne peut pas... mais pour aller totalement dans votre sens, la réponse, elle est effectivement dans l'ingénierie financière et d'accepter que le mot finance ne soit pas un gros mot. C'est que le mot finance, et j'ai remarqué, hier, il y avait le Conseil national de la refondation sur le logement, ça n'a pas été même pas prononcé. On a abordé, je dirais, une fois de plus, la problématique du logement comme sous son angle, il y a des gens qui n'ont pas de logement. Et c'est effectivement un problème. Mais est-ce qu'on va dimensionner toutes les réformes à une problématique qui devrait concerner et qui ne concerne heureusement que très peu de gens? Et par contre, vous avez l'énorme problème de toute une génération, et même maintenant de 2 générations, qui est tout simplement de pouvoir habiter là où j'ai envie, de pouvoir déménager. Je veux dire, c'est ça, moi, mon propos. Et une fois de plus, je suis pas... Ce que je n'aime pas dans les réponses habituelles, c'est qu'on va dire « j'ai besoin d'une subvention ». J'ai besoin d'avoir un soutien de l'État, d'avoir... Alors aujourd'hui, ça peut s'appeler Pinel. Bon, Pinel, c'est bien. On va donner une subvention fiscale à des CSP+, pour qu'ils achètent des logements qu'on va louer à des CSP-. Ah oui, parce que le lobby du bâtiment, il est fait par les promoteurs. Et les promoteurs, c'est 1% de la production, ça a été rappelé plus tôt ce matin, c'est 1% de la production qui va gérer finalement 99% des transactions. Enfin, c'est stupide. Enfin, mais par contre, le lobby, il est là. Et comme chacun, finalement, est très content de voir le prix de son logement augmenter quand il est propriétaire, je dis bien quand il est propriétaire, et comme 58% des Français sont propriétaires de leur logement, vous avez 58%, c'est-à-dire plus de la majorité, qui est content. Oui, on a quand même des effets qui sont un peu plus pervers que la simple idée du promoteur, puisque effectivement aujourd'hui, par exemple, on a une augmentation des coûts de production qui est absolument faramineuse. Et on a une stagnation des chiffres d'affaires qui, elle, est très inquiétante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les taux de marge qui tournent à moins de 10% ne sont pas suffisants pour étaler la différence. Et donc, à un moment donné ou à un autre, il va falloir se poser la question de savoir ce que devient la fonction promoteur en 2023, par exemple. Alors, là, ça devient très inquiétant. Non, Monsieur Domas, vous avez sûrement une réflexion sur cette question. Pardon. C'est schumpeterien probablement, mais sur la question du ciseau là qu'on va vivre, je pense sur toutes les opérations, mais probablement un énorme coup de frein et avec un certain nombre d'effets induits importants. Moi, je m'interrogeais parce que je suis loin d'avoir une vision macroéconomique comme M. Elbin, mais sur la question microéconomique des foyers, en fait. J'ai l'impression, peut-être que je ne connais pas suffisamment bien, que les banquiers, qui sont quand même les principaux prêteurs des familles acquéreurs, me regardent la question du logement qu'à travers le prisme du revenu. Et on définit que c'est 30 ou 33% du revenu, ou 35, je ne sais plus, 33.
Bon. Et donc, du coup, ça détermine la capacité à acquérir un bien, mais on oublie, à côté de ça, l'ensemble des sujets des usages, dont les énergies dont je suis raffole, qui consiste à dire, je peux acheter un bien catégorie A pour le même montant, enfin j'achète, disons 200 000 € un appartement de catégorie A, je peux emprunter la même chose, et je rembourse la même chose. J'achète pour 200 000 € un bien de catégorie G, je peux emprunter la même chose et je rembourse la même chose. Pour autant, en tant que disponibilité, pour vivre, j'en ai beaucoup moins évidemment dans la catégorie G que dans la catégorie A. On peut élargir ce sujet à la question des mobilités. Si j'habite dans une ville avec une desserte très importante en transport en commun, je peux m'éviter l'usage de la voiture, en tout cas de façon très fréquente, alors que quand j'habite dans un bourg ou dans un village, j'ai simplement l'obligation d'avoir une voiture et j'en réduis pour autant ma capacité ou mon reste à vivre ou je ne sais quoi encore. Et ça me semble aujourd'hui tellement criant que je ne comprends pas comment l'ensemble des instituts bancaires, je ne crois pas que l'IEIF représente les banques, mais plutôt les investisseurs, mais comment en tout cas ce système bancaire ne prend pas en compte ces éléments-là pour justement, parce qu'en plus ils exhibent, ils sont objectivés, en tout cas au moins sur les catégorisations A, B, C, D, E, F, G, H, ou G, je ne sais plus où ça s'arrête, G, c'est déjà pas mal, ça va venir, bon, peut-être qu'on va remonter, F, on s'arrêtera à F bientôt, mais en tout cas, pourquoi tous ces éléments qui sont constatés, audités, avec une réglementation appliquée à chaque transaction, etc., pourquoi et de bon sens en plus, même pour les banquiers eux-mêmes, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à mettre en place ça? Alors, je me permets de poser la question, c'est peut-être pas... je vais vous interpeller sur ce sujet, mais moi, il y a quelque chose qui me choque, et c'est un peu du même ordre, dans des proportions différentes que l'histoire du barrage qui n'est pas produit, du 5e barrage qui n'est pas produit. C'est tellement évident qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne se met pas en place. Je voudrais rebondir sur je reviens au sujet d'adaptation, mais hyper connecté avec la question du financement. C'est en macroéconomie, on parle bien de ce qu'on appelle les actifs échoués, et faire attention parce que il y a aujourd'hui des biens immobiliers qui ont une valeur X. Et au vu du dérèglement climatique, certains vont avoir leur valeur extrêmement dépréciée et aussi avec une impossibilité de revente. Ça, c'est une réalité. Et notamment, il y a des gestionnaires de parcs sociaux, de logements sociaux, dont notamment la CDC Habitat, qui se posent cette question. Il n'y a pas que, il y a aussi Action Logement, d'autres acteurs, et même des promoteurs immobiliers vis-à-vis de la collectivité, ou dans le cas de montage cofinancé sur lequel derrière le risque est de plus en plus exigé en termes d'analyse pour que derrière un assureur, un réassureur vienne compléter l'assiette financière du montage d'un projet immobilier, parce que derrière, il y a la question du risque climatique. Et alors, soit la question, c'est de savoir qui est en capacité de payer ce surcoût. Est-ce que c'est un surcoût? Est-ce que c'est un investissement? Derrière, qui souhaite avoir cette garantie? Donc, on voit bien qu'il y a tout un rééquilibrage et une reconfiguration des parties prenantes financières autour des questions d'aménagement, avec un risque à court, moyen, long terme d'avoir une incapacité de faire, je dirais, une pirouette en termes de valeur ajoutée, ou bien tout simplement en termes de revente. Donc, ce sont vraiment... c'est une question qui est centrale. C'est pas un sujet à négliger, c'est pas du tout un sujet de côté. C'est une problématique qui est très d'actualité, qui est peut-être passée, qui passe encore sous silence, mais qui est une problématique hyper centrale pour des gestionnaires d'actifs. Et donc, rappelez-vous ce terme, quand on parle d'actifs échoués, c'est pas pour demain, c'est déjà en cours. Donc, je pense que c'est un mécanisme à avoir par rapport à la question que vous avez posée, monsieur, tout à l'heure. C'est-à-dire comment est-ce qu'on intègre des mécanismes de financement, quels qu'ils soient, un modèle de rentabilité en le stressant vis-à-vis de différents scénarios climatiques. Et ce sera d'autant plus demandé que les assureurs eux-mêmes se posent la question, parce que tout simplement derrière, il y a une question de rentabilité pour le modèle assurantiel. Je vais juste donner une information qui peut paraître anecdotique, mais en Floride, par exemple, les assureurs sont en train de partir. Alors que ce n'est pas un territoire, ce n'est pas l'un des États les plus pauvres des États-Unis. Simplement parce que le coût de la reconstruction, le coût des réinvestissements devient de plus en plus cher, parce qu'à chaque fois, on arrive à des intensités plus importantes. Donc, le modèle économique de l'assureur et donc du réassureur également se re-questionne en termes d'équilibre. En 2017, il y a un manifeste qui a été déclaré par l'ensemble des acteurs des assurances en ce sens. Donc, je pense qu'il faut l'avoir à l'esprit. Et je terminerai par un point, même vis-à-vis de la ville de Paris, quand on parle des agences de notation. Très
très peu de temps, durant, je dirais, historiquement, toutes les agences de notation ont évalué les politiques publiques, notamment à l'échelle communale, vis-à-vis de leur bonne santé financière et de trésorerie. Dépenses, pas dépenses, déficit de bonne qualité ou pas. Maintenant, elles exigent de plus en plus d'avoir des plans d'adaptation au changement climatique, parce qu'on peut avoir la meilleure gestion comptable d'une ville, mais si derrière les risques climatiques ne sont pas intégrés, finalement, c'est également peine perdue. Et donc, il y a Moody's et Standard & Poor's qui l'ont imposé à toutes les villes de la côte est américaine dès 2018, et c'est en train de s'ancrer sur le territoire européen également, et donc cela aura un impact sur les possibilités des collectivités à mener des politiques d'investissement en termes de rénovation urbaine, par exemple. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont, en fait, qui en renvoient à des problématiques assez différentes. Il y a effectivement la problématique de trouver un moyen de mettre en place des modèles financiers qui soient différents de ceux d'aujourd'hui, qui sont le plus utilisés. Et ça va devenir totalement indispensable quand on voit effectivement la problématique actuelle des promoteurs qui vont se retrouver avec l'effet de ciseaux dont on a parlé. Il ne s'agit pas du tout de baisser ou de dire vous devez faire des pertes. Je veux dire, si on ne fait rien, et je pense qu'on est un certain nombre dans la salle, dont pas nous, mais nos parents ont été concernés, qui ont fait faillite dans les années 75 pour les mêmes raisons. Enfin, j'en regarde un droit dans les yeux. Je pourrais me regarder aussi dans un miroir, sur mes propres parents, mais c'est quelque chose qui... Bon, au-delà, on va tous pleurer pour les promoteurs, mais la question n'est pas là. La question, c'est de se dire qu'est-ce qu'on trouve comme solution, comme mode de financement pour s'adapter à cela. Maintenant, effectivement, comme je le disais aussi tout à l'heure, ramener la COP à la maison, c'est pas uniquement une blague, c'est effectivement c'est encore plus nécessaire parce que les investissements à réaliser sont colossaux et ne sont plus optionnels. C'est vrai que ça va être la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on va vivre un changement climatique sur la durée d'une vie humaine. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et donc, on manque de référents. On disait tout à l'heure, vous parliez, monsieur, des îles Fidji. Les premiers réfugiés climatiques, en fait, c'était les Pilgrim Fathers. C'était ce qui était arrivé dans tout le nord de l'Europe en 1780. C'était les volcans d'Islande qui avaient stérilisé les terres du nord de l'Europe. Et donc les types n'avaient pas eu d'autre choix quand ils étaient en Irlande, en Allemagne, côté nord de l'Allemagne ou en Écosse, que de partir et de migrer. Et c'est ça qui fait peur aussi, c'est cette carte des migrants climatiques qui menace. Parce que, bon, aux États-Unis, qui n'étaient pas encore les États-Unis, on s'est arrangé avec les populations locales. Là, on n'a pas envie d'être les Indiens de l'époque. Donc ça, c'est quand même... mais c'est un vrai sujet. Mais depuis, enfin, c'est un vrai problème à traiter. Bon, en France, à l'époque, on avait dit, s'il n'y a plus de pain, il faut manger de la brioche. On a vu comment ça s'est terminé. Donc c'est vrai que ce mouvement des Gilets jaunes, finalement, préfigure quelque part le type de réaction de bombe sociale qu'on risque de devoir adresser si on ne traite pas en même temps, effectivement, l'adaptation des logements. Je parle bien d'adaptation et non pas de mitigation, et en même temps les moyens de le financer. Comme c'est manifestement pas finançable par la personne, il va bien falloir... Les États, effectivement, parce que là aussi, je dis, il faut simplement changer de logiciel. Enfin, simplement. Et c'est extrêmement compliqué à faire admettre qu'il faille changer de logiciel. On dit, bah voilà, l'État doit payer. Bon, ok. L'État, il doit payer le coût de l'adaptation. Il est déjà en déficit pas mal, 5. Il a à payer le coût du réchauffement climatique ou de l'adaptation, déjà pour toutes les infrastructures de l'État. Il a à payer le problème de la santé. Il faudra falloir aussi payer probablement 1% de plus de dépenses de PIB pendant les 30 prochaines années pour la défense. Il ne faut pas se faire d'illusions, ça ne va pas s'arrêter cette histoire. On ne pourra plus rester dans se disant on n'a plus de dépenses militaires. Et donc on a réchauffement, santé, défense, vieillissement et peut-être le plus important, éducation. L'éducation, il faut quand même voir une réalité aussi. On a créé l'euro en 2000. Quel est le taux de croissance de l'Italie, taux de croissance réel de l'Italie depuis l'an 2000 ? 0. Il n'y a pas eu de croissance. Quelle est la volonté l'allongement de la durée de la vie,
c'est quelque part, et c'est tant mieux pour ceux qui sont concernés, le fait de vivre plus longtemps sans travailler. Le fait de vouloir travailler moins, tant mieux, c'est super. Mais si on veut préserver notre système économique, notre système social, notre niveau de vie, il va falloir avoir des gains de productivité. Et ces gains de productivité, pour les avoir, il va bien falloir investir dans l'éducation. Et ça, c'est massif. Je veux dire, moi, je suis toujours très surpris de voir que on subit l'immigration, etc. Enfin, on en entend tous parler là-dessus. Aux États-Unis, ils ont aussi de l'immigration, mais ils n'ont pas de problème à ce qu'il y ait une partie des migrants qui deviennent leurs patrons. Nous, culturellement, on préfère avoir des migrants qui travaillent pour nous, pas qui deviennent nos patrons. Bah, c'est humain, mais ça n'empêche que c'est aussi une réalité sociale qui est très ancrée. On peut me traiter de tout ce qu'on veut, mais c'est quand même... regardez qui sont les grands patrons américains. On a refusé à Einstein d'avoir la nationalité française, même un visa, quand il a demandé à émigrer. Les Russes qui aujourd'hui doivent sortir de Russie, les ingénieurs russes, je ne sais pas si c'est ici qu'on va les accueillir. Tout ça, c'est un tout. Et donc, si on n'utilise pas, alors excusez-moi parce que ça part dans tous les sens, mais si on n'utilise pas le fait qu'on a une richesse accumulée de 8 000 milliards d'euros dans quelque chose qui est stérilisé, qui s'appelle le logement, pour repenser et se dire il faut réinjecter ça en partie dans l'économie pour aider au financement de tout cela, mais on dit non, c'est juste un coût supplémentaire, donnez-moi de l'argent, on n'y arrivera pas. Voilà, sur cette question, je pense qu'on peut clore cette première demi-journée avant la seconde qui sera la partie la plus festive.